Merci beaucoup Jacques-André. Très heureux d'être là. Merci aussi à Philippe Pilvin de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode SPH pour les écoulements à surface libre. On va balayer un certain nombre de thèmes. Je vais d'abord donner quelques mots sur la méthode, expliquer pourquoi on s'est intéressé à cette méthode dans notre domaine, et puis ensuite essayer de vous donner quelques clés numériques. Alors c'est difficile de doser à quel point il fallait que je sois précis. Et puis je vous montrerai un certain nombre d'applications au cours de la présentation. Donc les bases de SPH. Donc SPH, c'est trois mots: Smooth Particle Hydrodynamics. Donc Hydrodynamics, historiquement, c'est né pour des écoulements liquides dans l'espace. En fait, c'est né en astrophysique, notamment pour modéliser la formation d'étoiles, donc un peu loin de ce qu'on fait. Mais ça s'applique en réalité à tout milieu continu. Et la spécificité, c'est que ça va être toujours, quelle que soit l'application, des milieux en large déformation, des milieux, s'ils sont fluides, en large déformation, s'ils sont structurés, il va y avoir de la fragmentation, de la fracture, etc. Avec potentiellement beaucoup d'objets, beaucoup d'interfaces, etc. Donc une méthode, c'est pour ça que j'appelle ça pour les interfaces complexes. Alors le mot particle, il dit la nature de la méthode. Donc quand on a des interfaces complexes, on a des grandes déformations, de la fragmentation, etc., c'est très difficile de suivre tout ça. Et donc contrairement à la plupart des méthodes fluides, on va utiliser une approche lagrangienne, qui est assez naturelle en structure. Et puis c'est aussi très difficile d'utiliser un maillage, et donc on va utiliser une approche sans maillage. Et donc une approche lagrangienne sans maillage, ça s'appelle une méthode particulière. Alors quand on a une méthode particulière, un élément fluide qui est représenté par un point de calcul en son barycentre, on va dire, c'est donc un élément matériel qui est suivi dans son mouvement avec une évolution matérielle. On va écrire les équations avec des dérivés matériels. Et ce que veut dire sans maillage, ça ne veut pas dire qu'on ne discrétise pas le milieu, ça veut dire qu'on le discrétise. Là, par exemple, on a un milieu qui est coupé en un certain nombre d'éléments volumiques ici. Est-ce que ça marche, ça? Oui, voilà. Là, vous avez différents éléments. Donc ça, c'est le barycentre d'un petit volume de matière. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de connectivité entre ces points de calcul. C'est ça le sans maillage. Donc en fait, c'est pas sans maillage, c'est sans maillage au sens sans connectivité. Alors dans les méthodes sans maillage, il y en a un certain nombre. Disons qu'il y a deux catégories. Il y a les méthodes que je vais qualifier de totalement sans maillage. Et puis, il y a les méthodes, donc comme la méthode SPH à droite, et puis il y a les méthodes où en fait, à un moment ou à un autre, on va, pas à un moment ou à un autre, à chaque pas de temps, on va reconstruire une forme de maillage. Donc il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes avec des projections sur un maillage sous-jacent. Il y a des méthodes où on reconstruit le maillage, comme en particle fem, en Voronoi finite volume, etc. Et puis il y a d'autres méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle finite volume particle method, où on a des interfaces, des faces, mais qui ont une certaine épaisseur. Nous, on est complètement sans maillage. Alors l'avantage d'être complètement sans maillage, c'est qu'on peut représenter une configuration quelconque. Quand on n'a pas de maillage, on met les points, il suffit qu'ils épousent le volume, et puis on a une discrétisation de l'espace. On ne se préoccupe pas de savoir si les lignes se croisent, comment ça va se passer aux frontières, etc. La difficulté inhérente à ça, c'est que comme je montrais ici, chaque élément de volume, il est uniquement représenté, je crois que je vais arrêter avec ça parce que je ne vois pas, il est uniquement représenté par le point, et puis on sait que le volume est distribué autour, mais on ne sait pas trop comment. Et ça, d'un point de vue analyse numérique, c'est pas du tout sympathique. Ça va compliquer beaucoup l'analyse numérique. Si on a des méthodes partiellement sans maillage, comme les autres, on va avoir des éléments géométriques. À un moment, on va se retrouver avec des éléments finis ou des volumes finis, et on pourra réappliquer ce qu'on sait faire dans ces méthodes-là. Mais nous, on veut rester complètement sans maillage, parce que si on revient à des maillages, il va falloir revenir à décrire les interfaces avec des maillages, faire des traitements aux interfaces, etc. Et quand les interfaces sont complexes, c'est justement ce qu'on veut éviter avec cette méthode-là. Alors, donc ça, c'était pour le mot particle. Et le mot smooth, donc on se retrouve avec un jeu d'équations, par exemple les équations de Navier-Stokes compressibles ici. Et si on veut les faire évoluer en temps, il faut quand même qu'on ait une discrétisation des opérateurs spatiaux. Et donc sans maillage, comment on fait ça? On va utiliser une interpolation. Donc vous avez en haut les étapes
Donc si je prends un champ, je peux l'interpoler exactement en convoluant avec le Dirac. Et puis, je peux faire une première approximation qui est de régulariser la fonction Dirac. Au lieu d'utiliser un Dirac, je vais utiliser quelque chose qui est une extension spatiale. Donc on va utiliser des fonctions analytiques qui ont un peu cette forme de cloche là, sur un certain domaine, un certain voisinage autour du point considéré. Donc ça, c'est une première approximation. Ça s'appelle une modification, une régularisation en fait, hein, et en anglais on dit smoothing ou modification si on veut être plus précis. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a un deuxième niveau d'approximation qui est que cette intégrale de convolution, je vais vouloir la discrétiser, donc j'ai une quadrature et j'ai l'étape de discrétisation. Donc c'est important parce que contrairement aux autres méthodes, hein, si j'utilise des différences finies, je vais directement en une seule étape de la gauche vers la droite, et donc comme je vais y aller en deux étapes, je vais avoir deux critères de convergence et ça va compliquer un peu l'histoire. Alors évidemment, ce qu'on cherche à avoir, c'est pas une interpolation d'un champ, hein, c'est une approximation d'un opérateur spatial, par exemple le gradient, ce que vous avez en bas. Alors comment on a le gradient? On fait la même chose, on commence par appliquer le smoothing, ensuite on utilise une intégration par partie au milieu pour déplacer l'opérateur de la fonction vers le noyau, là, ma fonction analytique. Et une fois que j'ai fait ça, si je connais la fonction analytiquement, je connais aussi son gradient, enfin toutes ses dérivées. Et donc, avec mon intégration par partie, je n'ai plus qu'à sommer le champ et appliquer le gradient de cette fonction. Alors, comme je suis à support compact, le terme de bord de l'intégration par partie, il est nul. Et ça, il faut retenir ça, parce qu'ensuite, si je suis plus... je vais y revenir. Et donc ces fonctions, elles ont des formes bien particulières, elles sont radiales, elles ont un support compact. Donc quand je suis au bord, là, si je suis au point I, au bord de mon cercle rouge, ma fonction cloche, elle vaut 0. C'est ça qui m'assure que dans mon intégration par partie, j'ai plus de termes de bord. Donc on peut avoir les différents opérateurs comme ça. Et donc comme on a une technique pour avoir approximé un gradient, une divergence, etc., sans maillage, hein, je m'appuie uniquement sur les points autour. Hein. En pratique, ce que je fais, c'est si je suis au point I, je fais donc une somme du champ que je regarde sur tous les points autour qui sont dans mon cercle, là, en multipliant par le gradient de ma fonction analytique. Et je peux faire ça aussi pour la divergence, le Laplacien, ce que je veux. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais insérer ces formules là dans mes équations de Navier-Stokes, et ensuite je vais évoluer explicitement en temps de la manière la plus simple possible. Enfin, ça c'est en tout cas la base. Alors, quand on a une paroi solide, la chose se complique un petit peu parce que quand on a une paroi solide, les points qui vont être au voisinage de la paroi, la situation que vous avez à droite, une paroi solide, ils vont intersecter le support de ma fonction noyau, et donc je vais me retrouver avec un terme de bord, hein, ici, là, alors je vais peut-être reprendre ça, est-ce que je le vois? Voilà, ici, de là à là, je vais avoir un terme de bord, une intégrale, qui ne va plus disparaître dans mon intégration par partie. Et donc, il va falloir que je fasse attention à ça. Et puis, deuxième élément, ma quadrature va être mauvaise, puisqu'il me manque des points dans le noyau. Hein, j'ai des points qui sont bien distribués dans la partie que je vois, mais dans la frontière, je n'ai plus de points. Et donc, ma quadrature va être mauvaise. Donc, j'ai un terme de bord qui apparaît et une quadrature qui devient mauvaise. Et donc, ça fait que, comme dans toute méthode de maillage, sans maillage, je veux dire, les frontières, c'est pénible. En fait, les méthodes sans maillage, c'est bien pour les milieux infinis. C'est d'ailleurs pour ça qu'en astrophysique, ils n'ont pas ce problème. Donc nous, on est bien obligé de traiter ça si on veut faire de l'ingénierie. Donc il y a différentes méthodes qui sont apparues. Hein. Pour ça, nous, on en a proposé une, mais il y en a beaucoup. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des flux à travers la paroi, qui sont un flux de type volume fini, et qu'on va appliquer à la particule. Donc cette méthode-là, elle va à la fois corriger le défaut de présence du noyau, la partie rouge manquante, hein, on va avoir un terme correcteur, et à la fois elle va discrétiser le terme de bord, donc c'est les termes que j'ai en bleu. Donc j'ai ces deux parties manquantes qui vont arriver, et ça on fait ça en utilisant les caractéristiques du fluide localement près de la paroi, et ça ressemble à ce qu'on ferait en volume fini. Donc cette technique, elle est bien éprouvée et elle fonctionne sur des cas très complexes, comme je vais vous en montrer ensuite. Alors un autre élément, c'est la question de la présence d'une surface libre. Parce que j'ai dit, on ne veut pas avoir
de parois, mais nous, on veut une surface libre. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bord de la surface libre? Au bord de la surface libre, c'est la même chose. On va avoir notre noyau. Si là, c'est ma surface libre, et que je suis ici, bah là, ici, j'ai potentiellement le vide si je suis en monophase, ou j'ai une autre espèce si je traite ça en multiphase. Donc, à la surface libre, on a, comme vous le savez, deux conditions. Une condition cinématique. Donc, pour une méthode lagrangienne, cette condition, elle est à consistance, elle est là, hein, on l'a naturellement. Et puis, une condition dynamique. Et alors, la condition dynamique, on va l'avoir au sens intégral. Alors ça, on a montré ça il y a quelques années. On a travaillé beaucoup là-dessus à la fin des années 2000. On va l'avoir au sens intégral, pourvu qu'on fasse attention au choix des opérateurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'idée va être entre l'équation de moment, de conservation, de quantité de mouvement, où on va essayer de s'assurer une antisymétrie des forces pour être conservatif. Ça va impliquer que dans l'autre équation, qui est l'équation de continuité, on va avoir au contraire une symétrie sur le champ, et l'ensemble de ça va nous garantir une conservation de l'énergie. Je vais revenir sur ce point ensuite. Mais c'est donc une particularité de la méthode, on est assez inusuel. Là, je vous parle d'une méthode qui est conservative en masse, évidemment, hein, c'est une méthode particulière, elle est toujours conservative en masse. Elle est conservative en quantité de mouvement et en énergie, de base. Donc ça, c'est quand même une très bonne propriété pour une méthode numérique. Voilà, alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on s'est intéressé à cette méthode. Donc dans mon laboratoire et en particulier dans mon équipe, on utilise beaucoup de méthodes. Hein. On utilise des méthodes de différence finie, de volume fini, d'ordre 2, d'ordre plus élevé. On fait aussi des LBM, on fait beaucoup de choses. On fait des couplages avec des méthodes potentielles. Et donc on n'est pas des fous, des fanas de méthodes sans maillage. Hein. C'est une méthode parmi les autres. Donc pourquoi on s'y est intéressé? Ce problème qu'on a traité il y a 20 ans à peu près, enfin pas à peu près, il y a 20 ans, les débuts de nos travaux sur la question, il va vous l'illustrer assez bien. Là, vous avez deux corps qui bougent, hein, un corps flottant, enfin il est plutôt en train de couler, et puis vous avez un batteur à gauche, hein, un batteur à houle, donc deux corps en mouvement l'un par rapport à l'autre, et une surface complexe, une surface libre déferlante, avec en plus pas besoin de décrire ce qui se passe dans l'air, je reviendrai sur ce point plus tard. Donc des corps en mouvement, des interfaces complexes, et ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était très difficile de traiter ça. On n'avait pas encore les overset grid, on n'avait pas encore le VOF ou les méthodes level 7 qui fonctionnaient très bien. Et même aujourd'hui, si vous voulez traiter ce problème avec des méthodes maillées, c'est pas si simple que ça, et en termes de résultats, il faudrait comparer. Voilà. Alors ça c'est bien, mais la question c'est toujours, quand on a une méthode CFD, enfin une méthode numérique d'ailleurs, si je veux un niveau de précision donné, est-ce que la méthode, pour le problème considéré, est-ce qu'elle fait mieux? Donc est-ce qu'elle fait mieux, c'est-à-dire au niveau de précision donnée, est-ce que je le fais soit plus vite en temps de calcul global, soit plus vite en temps de restitution? Donc si je le fais sur 100 cœurs avec une scalabilité de 1, ça peut aussi être intéressant par rapport à d'autres méthodes. Donc comment on peut arriver à ça, hein, si je veux me comparer à une autre méthode, soit je vais avoir moins de points pour le même problème, pour le même niveau de précision, soit je vais avoir moins de pas de temps, soit je vais avoir moins d'intensité de calcul par point, je vais faire moins d'opérations pour chaque point de discrétisation, soit je vais avoir une scalabilité qui est meilleure. Et donc, les écoulements, la méthode SPH, on l'utilise pour des écoulements qui vont répondre à ça. C'est-à-dire si je compare à une méthode maillée, j'arrive à avoir moins de points ou moins d'intensité de calcul, etc. Alors, par exemple, si je prends la question d'avoir moins de points, comment c'est possible d'avoir moins de points? Donc là, je vous donne un exemple. Donc ça, on a dû traiter ça il y a une dizaine d'années. Ça, c'est un écoulement, c'est une remontée gravitaire, une séparation huile-eau par gravité. Donc vous voyez qu'il y a des structures très complexes dans l'écoulement. Et en fait, ici, il y a très peu de points par rapport au même calcul en méthode maillée. Pourquoi? Parce que entre chaque point orange, qui est un volume d'huile ou de pétrole, et chaque point bleu, qui est un volume d'eau, il y a une interface exacte. Si ça, c'est une particule d'huile et ça, c'est une particule d'eau, ici, je sais qu'il y a une interface. Ça restera parfaitement non miscible, les interfaces vont évoluer comme elles le veulent, mais j'aurai toujours une interface.
Et donc je décris toujours une interface en une seule cellule, et ça reste parfaitement sharp tout le temps. Voilà. Donc ça peut être un avantage de cette méthode. Donc ça c'est pour les interfaces complexes. Si maintenant je m'intéresse à des corps complexes, le logiciel qu'on a développé qui est commercialisé, là, qui s'appelle SPHflow, avec la startup Nextflow et des collègues italiens, il va traiter par exemple pour Renault des problèmes comme ça. Donc ça c'est lubrification de boîte de vitesse. Là-dedans vous avez plusieurs roues, des entraînements, du contact solide-solide, des tout petits jeux, des écoulements qui va un peu partout avec des interfaces très complexes. Ben ça c'est un problème très difficile à traiter avec des méthodes maillées. Et en étant sans maillage, on peut avoir ça, on va dire, relativement naturellement. Bien sûr, c'est pas si simple que ça, hein, je vais parler de différents points. Alors un autre exemple, c'est des travaux avec Michelin. C'est un pneu qui vient rouler sur une route. Donc là, de la même manière, hein, l'écoulement est très déstructuré, on est sur un facile très complexe. On a le fait que le pneu va chasser l'écoulement à part dans un microfilm qui a une échelle inférieure. Mais ici, en plus, on a la déformation du pneu. Hein. Le pneu, là, sa déformation est calculée avec le code élément fini interne de Michelin, sa déformation structurelle. Et donc, on a ce couplage qui est relativement aisé, fluide structure, entre la méthode sans maillage et la méthode maillée, justement parce qu'on est sans maillage, on n'a pas d'interpénétration de maillage, des problèmes de contact, etc. Et on arrive à faire ça, y compris sur des vraies routes. Hein. Il y a un papier récent sur la question, où on arrive à avoir vraiment de l'écrasement de fluide dans des petites flaques, etc. Donc ces problèmes multicorps, interface complexe, corps complexe. Et si je veux aussi aller du côté multiphysique, je peux parfaitement avoir plein d'espèces. Par exemple, ça c'était un cas qu'on a traité aussi il y a une bonne dizaine d'années. On a une membrane de méthanier, donc qui est composée de différents éléments structurels. Chaque élément structurel a ses propres lois d'espèce et est discrétisé par SPH, et puis le gaz naturel liquide est aussi discrétisé par SPH. Donc là, vous avez une discrétisation full SPH. Le problème par rapport aux éléments finis, c'est que comme on est explicite, on va avoir des pas de temps vraiment très très petits dans la structure, et donc ça va être quand même très cher de faire ça directement. Donc voilà pourquoi on s'est intéressé à cette méthode. Donc dans notre domaine, c'est pour faire tout ce qui est écoulement avec des splashes, des corps complexes, beaucoup de corps, etc. Alors, donc ça c'était pour la partie est-ce que je peux avoir moins de points, est-ce que je peux, sur certains problèmes, avoir moins de points qu'une méthode maillée. Maintenant, est-ce que je peux avoir moins d'opérations de calcul par point de discrétisation. Alors, comme on est explicite, effectivement, on va avoir moins d'opérations pour résoudre que si on était implicite. Et je reviendrai là-dessus ensuite. Et puis le quatrième point, c'était la scalabilité. Comme on est explicite, on a une très bonne scalabilité. Et ça, par contre, ça va rester tout le temps vrai. Hein. Nous, on a fait des tests de scale. On a porté le code jusqu'à plus d'1 milliard de particules sur plus de 30 000 cœurs, avec scalabilité 1, enfin 100%. Quoi. Donc voilà, présenté comme ça, on se dit oui, c'est une super méthode, ça va servir à tout. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, je vais passer aux défauts. Premier grand défaut, on ne sait pas, j'en parlerai un peu à la fin, mais on ne sait pas étirer notre maillage. Vous avez vu, à chaque fois, j'ai fait un point, il a plein de points autour, et puis il interpole autour. On ne sait pas étirer notre maillage et avoir des cellules très très allongées. Or, nous, dans notre domaine, on a des Reynolds entre 100 millions et 1 milliard, entre 10 millions et 1 milliard plutôt. Donc, typiquement, la première maille le long d'un navire, elle a un rapport d'aspect de l'ordre de 1000. Quoi. Et ça, je ne sais pas du tout faire ça avec SPH. Donc, je ne sais pas traiter bien une couche limite à Reynolds. En fait. Donc, évidemment, ça, c'est un gros défaut. Donc, en fait, ça va limiter la méthode à soit du fluide parfait, pour tout ce qui est impact, écoulement vraiment violent, dynamique rapide, soit au contraire du laminaire, par exemple la séparation eau-huile que je vous ai montré, soit des écoulements, on a de la turbulence, mais pas de la turbulence de paroi avec des couches limites très fines, plutôt de la turbulence développée. Et encore, cette partie turbulente reste, on va dire, en développement dans la méthode. Donc tous ces exemples-là, qui sont faits avec des méthodes maillées volume fini ou élément fini, on va avoir beaucoup de mal à le faire. Donc elle va clairement avoir un champ applicatif. Ensuite, j'ai dit, on va avoir ça va être efficace par point de calcul parce qu'on est explicite. Donc ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, vous l'avez vu dans mon petit cercle là, il y avait déjà une vingtaine de voisins en 2D.
En fait, on va en utiliser jusqu'à 50 ou 60 en 2D pour des problèmes pour des questions de précision, en fait. Donc, je reviendrai dessus après. Et jusqu'à 200, 300 en 3D. Donc, au lieu d'avoir 4 voisins, 8 voisins, comme j'aurais en différence finie, ou peut-être légèrement plus en volume fini ou en élément fini, ben, nous, on va avoir 50 et 300 voisins. Donc, le moins cher par point, ça reste évidemment à voir. Et puis une autre difficulté, c'est la question de la convergence. C'est une méthode qui converge lentement, donc je vais revenir sur ce point. Et donc si on converge lentement, évidemment ça va aussi coûter cher de converger. Autre point, est-ce qu'on peut avoir moins de pas de temps? Ben non, là on est explicite, donc on n'aura pas moins de pas de temps, on aura plutôt plus de pas de temps qu'une méthode implicite ou autant qu'une méthode explicite. Donc c'est pour ça que ça va vraiment se concentrer sur ces écoulements à dynamique rapide, où le pas de temps physique va être proche du pas de temps numérique explicite. Et puis par contre la scalabilité, ça va rester toujours vrai, toujours vrai. Donc ça c'est si je veux me comparer aux méthodes Maillet. Et au passage, évidemment, c'est une frontière qui évolue dans le temps. Par exemple, ce problème-là, problème de slamming, d'impact de navire sur l'eau ou d'impact de vagues sur un navire, qu'on traite depuis plus de 10 ans. Il y a 10 ans, on était clairement supérieur aux méthodes Maillet pour faire ça. Aujourd'hui, le même problème, je vais avoir tendance à le traiter avec une méthode Maillet, je vais aller plus vite. Alors au passage, vous pouvez voir que si je compare aux essais, ça c'est des essais qui ont été faits dans nos bassins, si je compare l'effort, on a une très bonne représentation de l'effort. Les oscillations rouges, là, c'est des oscillations structurelles de l'expérience parce que ça tape. Évidemment, on n'a pas ça dans le calcul. Et puis même si je regarde en pression, c'est pareil, on capture très bien le double pic lié au premier impact de l'avant, puis sur la voûte arrière. Voilà. Donc c'était pour positionner un petit peu la méthode par rapport aux méthodes Maillet. Alors ensuite, je vais rentrer un peu plus dans le dur de la méthode SPH. D'abord, c'est une méthode qui peut être vue comme de deux manières complémentaires. Elle peut être vue dans sa version originale comme un système de particules qui est hamiltonien et qui vient représenter un fluide. Donc on part du discret en fait. Ça c'est la version originale de SPH. Ou alors, plus classiquement, c'est une méthode de discrétisation de DP comme n'importe quelle autre méthode. Alors, en fait, ces deux visions parallèles, elles sont intéressantes. D'abord, on peut dériver SPH de deux manières différentes pour arriver aux mêmes équations. Je peux partir d'un Lagrangien avec ses bonnes propriétés de conservation et puis discrétiser et arriver à avoir Navier-Stokes comme ça. Donc je pars du discret, d'un système discret hamiltonien. Et je vais conserver au passage ma conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, ou je pars en formulation faible ou forte de mes équations, je discrétise comme je vous l'ai montré, et puis si je fais attention, je vais effectivement conserver cette conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Et donc ces deux visions SPH, elles ont mis, si on regarde ça vu des EDP, vu des méthodes classiques, elles mettent l'accent sur le fait que c'est une méthode très conservative par rapport à d'autres méthodes. Après, si on se place dans le côté hamiltonien, on va se priver un peu de toutes les boîtes à outils EDP, et donc nous, on est plutôt du côté parallèle avec les volumes finis, à importer des choses des volumes finis pour les mettre dans SPH, etc. Donc je vais en reparler. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une méthode explicite, je l'ai dit, mais aussi centrée. Je suis à mon point de calcul et je vais utiliser les voisins autour de manière radiale, donc je suis explicite centrée, et donc c'est une méthode instable. Et donc, je vais avoir besoin de la stabiliser, d'introduire un peu de décentrement. Et donc, évidemment, je vais, de ce fait, perdre la conservation de l'énergie. Mais je suis obligé de faire ça à un moment. Alors, la question, c'est comment on va stabiliser cette méthode. Donc là, si on regarde ça du point de vue des volumes finis compressibles, on a deux grandes méthodes de stabilisation. Les viscosités artificielles, et c'est ce qui a été mis en premier dans la méthode SPH dès sa naissance, parce que tel que je vous ai présenté le schéma, là il est instable, il est explicite centré, il explose, mon domaine fluide, ça devient un apron en quelques pas de temps. Donc il faut stabiliser, donc historiquement le père de la méthode, là, Monaghan, ils étaient trois en fait, a utilisé une viscosité artificielle, type Richmeyer-von Neumann, mais on sait que dans les volumes finis compressibles, on peut aussi utiliser des solveurs de Riemann.
Et c'est plutôt ça qui est utilisé aujourd'hui. Alors des solveurs de Riemann plus ou moins approchés, enfin il y a différentes versions. Hein. On peut utiliser soit des vrais solveurs de Riemann ou des solveurs approchés d'une manière ou d'une autre. Mais disons les variantes actuelles de SPH, que ce soit ce qu'on appelle Godunov ou que ce soit Delta SPH, on peut les classer de ce côté-là. Alors comment on fait ça? Eh bien on va remplacer nos... Si je veux utiliser un solveur de Riemann, vous avez vu, je fais des sommes de UJ gradient de WIJ en gros. Donc si je suis au point I, je somme avec mes voisins J qui sont autour. Et en fait, ça revient à quoi? Ça revient à faire un flux entre I et J. Et ce flux, on peut le traiter comme un problème de Riemann, comme on fait en volume fini compressible. Et on va remplacer le flux original de SPH par la solution du problème de Riemann à cette interface qui est le milieu de IJ. Voilà. C'est comme ça qu'on a introduit le solveur de Riemann. Et en faisant ça, le solveur de Riemann, lui, en fonction de la nature des ondes, il introduit un décentrement optimal dans un sens ou dans un autre, sans paramètres. Par contre, c'est diffusif, et si je veux monter en ordre, il faut que j'extrapole bien mes champs ici, il me faut un limiteur, etc. On a tous les outils classiques des solveurs de Riemann. Alternativement, et alors une autre conséquence de ça, c'est que si on utilise vraiment un solveur de Riemann, je vais perdre le fait que je suis à masse constante parce que ces particules, elles vont échanger un petit peu de masse. Alors je reste conservatif, je donne un peu, je récupère un peu, mais elles vont échanger un petit peu de masse. Ça, c'est une propriété qui n'est pas forcément voulue tout le temps. Et donc, il y a d'autres solveurs approchés, par exemple, où on empêche ces flux de masse. Et on garde que des flux de quantité de mouvement. Par exemple, la variante delta SPH, qui est assez utilisée, elle est plutôt dans cette deuxième veine. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser plutôt ces solveurs de Riemann ou delta SPH, enfin ces stabilisations un peu plus évoluées que la viscosité artificielle? Ça, c'est un écoulement classique pour SPH, une rupture de barrage. Vous avez à gauche un volume de fluide tenu par un barrage, on enlève le barrage, ça s'écoule et ça vient impacter en face. Vous voyez que là, mon champ de pression, il est quand même extrêmement bruité. Et si j'ai un champ de pression bruité comme ça, pour ensuite en tirer des efforts, etc., évidemment, pour faire de l'ingénierie avec, ça ne va pas être génial. Et SPH a longtemps été connu et limité par ce problème. Bon, il faut dire que ça fait plus de 10-15 ans que ce problème est réglé. Si j'utilise des variantes améliorées, que ce soit solveur de Riemann ou delta SPH ou autre, ou version incompressible qui existe aussi, je vais récupérer des champs de pression très lisses. Là, il y a très peu de points. Je vais récupérer des champs de pression beaucoup plus acceptables. Bon, là, il y a peu de points, mais si je mets beaucoup de points, vous aurez des champs de pression très, très lisses. Et donc, cette question des oscillations de pression acoustiques dues à la faible qualité du solveur, elles sont derrière nous aujourd'hui. Et ça, on l'a étendu aussi aux écoulements multiphases aujourd'hui. Alors maintenant, donc ça c'était pour la partie stabilité et qualité du champ de pression, précision. Maintenant, je vais parler un petit peu de convergence et de précision. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ah oui, j'ai un ordre de convergence assez faible, de l'ordre de 1 sur les applications. Donc je reviens à la présentation initiale de la méthode SPH. Donc vous vous souvenez, j'ai deux étapes. J'ai mon lissage, là, ma régularisation, et ensuite j'ai ma quadrature, ma discrétisation. Donc deux étapes, deux critères de convergence. Ça a pu l'air, non? Si, pardon. Non, peut-être c'est plus. Peut-être c'est plus de piles. Oh non, je n'étais pas capable de lui. Ah, j'ai pris le voisin, d'accord. Et on fait des cycles, et on veut que... Le problème qu'on avait, alors ça, c'est que le portique, il fluait le plus. Et dans le dimensionnement initial par rapport... ça, c'est intéressant. Non, c'est bon. Ça m'est encore jamais arrivé, ça. Bon, oui, donc du coup, on a deux critères, deux critères de convergence. C'est à la fois que la taille du noyau, mon cercle rouge, tende vers 0, et à la fois qu'à l'intérieur, il y a de plus en plus de points. Vous vous rendez compte que ça, évidemment, en pratique, c'est pas possible. Si j'ai un noyau grand comme ça, avec 20 points, puis quand je raffine, j'ai un noyau comme ça, il faut que je mette 100 points, puis ensuite 1000 points, etc., ça me fait une explosion du nombre de points.
Donc en pratique, on ne va pas vérifier ça, on ne va pas vérifier nos deux critères de convergence. Mais si on ne vérifie pas nos critères de convergence, évidemment, la conséquence, c'est qu'on n'est pas convergent. Donc on va utiliser des opérateurs non convergents de base. Alors après, je vais revenir sur le fait de les corriger ou non. Et classiquement, ce qu'on fait, c'est que en raffinant, quand on réduit le pas d'espace, on garde un nombre de voisins constant. Donc si j'ai 20 voisins dans mon cercle, quand je raffine, j'en ai toujours 20 quand j'ai divisé le delta x par 2 par exemple. Voilà. Alors, on peut se dire, mais c'est absurde de baser une méthode sur des opérateurs non convergents. Croître et se développer beaucoup plus vite à cause du cyclage thermique. Ah! Non, c'est assez amusant. Hein. Je disais quoi Oui, donc je disais en pratique, je regarde ce qui se passe. Par exemple, je traite un nouveau problème. Là, j'ai une rupture de barrage qui vient impacter une colonne. C'est ce que vous avez en haut. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Ouais, bah, je le coupe, hein, comme ça. Ouais. Ok. Je vais parler plus fort. Je peux parler plus fort, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que je le coupe. Voilà. Je pense qu'il est coupé là. Donc, écoulement en rupture de barrage, je vais regarder par exemple la convergence sur le champ de vitesse que je compare aux expériences, c'est ce que vous avez ici, vous voyez que ça converge très vite. Sur les forces, vous voyez que je converge assez vite, et même si je vais regarder sur les pressions, qui est la quantité bien sûr la plus difficile à obtenir, hein, la plus locale, eh bien, je vais aussi, vous voyez là, un pic de pression relevé sur un obstacle, je vais aussi récupérer c'est peut-être le son qu'il faut que je coupe. Le bicarbure. Et l'augmentation. Mais je ne sais pas couper le son. Non, mais lui je l'ai coupé, je crois. Complètement, du comportement mécanique. Et choses qui ne sont pas prévues, entre guillemets, dans le dimensionnement actuel. Vous savez, oui, bien sûr. Les matériaux qui ont une diminution. Parce que là, c'est écrit vidéoprojecteur et sono ensemble. Parce que ça, c'est ensemble, donc si je coupe ça, j'ai plus de... Parce que là, il va falloir que je parle vraiment très fort. Bon, donc je vais essayer de continuer quand même. Donc vous voyez qu'on converge assez rapidement, y compris sur une pression locale à impact en un point. Attends, là, on n'a rien changé. Au contraire, vous n'avez pas vu. C'est un sketch. La température n'y change rien, effectivement. C'est le problème isotherme. Bon, je vais continuer. Donc, si je regarde l'ordre de convergence, si j'étudie l'ordre de convergence, je me rends compte que sur un problème comme ça, dans mes expériences que j'ai faites, là, j'ai une convergence à peu près d'ordre 1. Or, j'ai utilisé des opérateurs non consistants, donc c'est un peu étonnant. Alors, premier élément, il faut se souvenir que comme c'est une méthode lagrangienne, je ne discrétise pas le terme de convection. Si je fais une convection pure, c'est exact. Hein, si je déplace un fluide, c'est exact. Donc cette partie-là, ma partie non linéaire de Navier-Stokes, je ne l'ai pas et elle est exacte. Donc ça me donne déjà, quand l'écoulement est dominé par l'inertie, ça me donne déjà un bon niveau de précision. Par exemple, avec uniquement 80 000 particules, je peux traiter le même problème que je vous ai montré, et j'ai déjà un très bon niveau de précision. Ensuite, ça converge assez lentement. Alors, ça explique quand même pas pourquoi ça converge. Sur les alliages d'aluminium, on a des précipitations dans la... Alors, deuxièmement... Ah oui, bah si, ça doit être là. Bon. C'est là, là. Ouais, je crois que je vais couper le sifflet là. C'est bon là? Ouais. Donc, ce que je disais, la convection, on l'a exactement. Donc ça nous apporte... on est très bon sur cette partie de Navier-Stokes. Et sur le reste, par contre, quand je fais des études un peu fines, ce que je vois, c'est qu'effectivement, je ne converge pas. C'est-à-dire, je converge, et puis ensuite, j'ai un plateau. Et tant que je n'augmente pas mon nombre de voisins à l'intérieur de mon noyau, donc tant que je ne diminue pas mon erreur de quadrature, en fait, je vais rester sur ce plateau. Je suis à saturation de convergence. Simplement, ce plateau, étant donné que j'ai déjà beaucoup de voisins, j'ai déjà 20, 50 voisins en 2D et 200, 300, il apparaît à un niveau d'erreur assez bas. Par exemple, à droite, vous avez une courbe où j'ai une méthode SPH d'ordre 2, c'est le rouge, et vous voyez qu'elle converge, elle converge, elle converge.
Enfin, elle n'est même pas d'ordre 2, là, elle est d'ordre 1, pardon, parce que mes pentes, c'est ordre 2, et voilà. Donc j'ai ma méthode de SPH typique, hein, elle converge à l'ordre 1. Et puis si je m'amuse à avoir une méthode de SPH d'ordre beaucoup plus élevé, d'ordre 4, bah, effectivement, elle converge très vite, bien à l'ordre 4, mais après, elle sature et elle reste au niveau de saturation. Simplement, le niveau de saturation, là, il est de l'ordre de 1% d'erreur. Et donc, dans mes problèmes, 1% d'erreur, c'est acceptable. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec le nombre de voisins qu'on a, mon erreur de quadrature, elle fait un niveau d'erreur faible, et c'est mon autre critère de convergence que je vois en pratique sur ces problèmes. Mais si je veux aller plus loin, à un moment, je sature et je devrais effectivement augmenter mon nombre de voisins. Voilà. Mais comme on a déjà beaucoup de voisins pour des raisons de stabilité, de régularité de la solution et de précision, en fait, on avait déjà résolu la question, mais sans le savoir. Et puis le dernier point, il ne faut pas oublier que c'est une méthode qui est très conservative, et le fait d'être très conservatif, ce n'est pas forcément usuel dans nos méthodes fluides, ça apporte aussi de la robustesse et de la précision. Voilà pour la convergence, voilà où on en est aujourd'hui pour la convergence. Alors si on veut faire mieux, c'est-à-dire si on veut monter en ordre, plus rester avec ces opérateurs divergents, alors on a deux manières de le faire. Soit on le fait par Riemann, et par Riemann on va avoir tendance à améliorer l'extrapolation des champs entre ici et là. Ça c'est une première manière de faire. Donc ça c'est toujours la boîte à outils volume fini compressible. Et on va monter en ordre comme ça. Soit une autre solution, c'est de venir corriger localement pour chaque particule mon gradient de mon noyau, mon gradient de mon noyau, etc. Donc je vais remplacer mon gradient de mon noyau par une correction par une petite matrice locale qui va m'assurer que je reproduis exactement un champ constant, un champ linéaire, un champ d'ordre 2, etc. Évidemment, la matrice va grossir. Mais localement, en fait, c'est comme si je corrigeais la répartition des points pour réobtenir une consistance jusqu'à l'ordre que je veux. En faisant ça, par exemple, si je traite une onde de gravité, donc un problème vraiment pas du tout fait pour SPH, une petite onde de gravité très lente, linéaire, qui se déplace à la surface de l'eau, en corrigeant et en montant en ordre, je peux passer d'une solution où je perds à la fois la phase et l'amplitude très vite à une solution où je suis très proche de la solution. Alors, quand on fait ça, le problème, c'est qu'on va devenir plus lagrangien, de plus en plus lagrangien. On va faire moins d'erreurs, y compris sur le côté lagrangien, et donc on va se retrouver naturellement avec des trous, des distorsions, puisque les lignes d'écoulement font qu'on doit logiquement se retrouver avec ça. Et donc ça va détruire la qualité, etc., parce que moi j'ai besoin d'avoir des points homogènement répartis. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus totalement lagrangien, on utilise des schémas LE pour corriger un petit peu le mouvement, donner des petites vitesses pour pas qu'il y ait de trous, mais de manière consistante. Et en faisant ça, plus ce qu'on a fait avant, on arrive comme ça à monter en ordre. Alors du coup, je vais aller un peu plus vite. Donc aujourd'hui, les schémas sur lesquels on est, c'est des schémas comme ça, qui sont à la fois ALE et Riemann. Et en termes de qualité de pression, vous voyez, là, ça c'est toujours le même genre d'écoulement, impact, etc. On va passer de ça à ça. Donc, pareil, si je regarde un écoulement de Taylor-Green. Voilà. Ok. Je vais aller un petit peu plus vite du coup. Alors, est-ce qu'on peut travailler du côté pas de temps? Parce que j'ai dit, je suis explicite. Si je suis explicite dans la pièce, là, je me paye la vitesse du son. Donc, j'ai vraiment des pas de temps tout petits. Donc, ce qu'on va faire, c'est que soit on va être explicite, on va toujours être explicite sur la partie lagrangienne, sur le déplacement, parce qu'être complètement implicite, y compris sur le déplacement, c'est compliqué, c'est diffusif, on a essayé, ça ne marche pas très bien. Donc cette partie déplacement va rester lagrangienne, donc on aura toujours une condition de stabilité, mais on peut être semi-implicite si on utilise une version incompressible des équations, ou complètement explicite si je garde la version compressible des équations. Dans ce cas-là, j'ai un critère qui dépend de la vitesse du son, dans l'autre cas, j'ai un critère qui dépend de la vitesse maximum de l'écoulement. Alors, ce qu'on va faire dans la version complètement explicite, c'est qu'on va utiliser une approche faiblement compressible. Vous savez que quand vous avez un écoulement dont le nombre de Mach est suffisamment bas, il y a une séparation entre l'acoustique et le reste de l'écoulement, la partie incompressible de l'écoulement. Et quand on le traite de manière incompressible, on fait une hypothèse et on envoie toute la partie acoustique vers une vitesse du son infinie, on la met à la poubelle. Il ne reste plus que la partie incompressible. Une autre manière de faire la même chose, c'est de tricher sur la vitesse du son.
c'est l'approche faiblement compressible, de dire ma partie acoustique, je ne voudrais pas avoir une vitesse du son aussi haute, mais de toute façon elle ne m'intéresse pas. Donc je vais la ramener un peu plus proche de ma partie incompressible, et puis éventuellement ensuite je vais la filtrer. Et donc quand on fait ça, on va changer la vitesse du son artificiellement. Par exemple dans cette pièce, au lieu, si je veux décrire l'écoulement, au lieu de prendre 340 mètres par seconde, comme la vitesse maximale dans l'écoulement c'est peut-être 0,1 mètre par seconde, je vais utiliser une vitesse du son de 10 mètres par seconde et je serai tout le temps à max 0,1 dans cette pièce. C'est un faux Mach, mais ma partie incompressible va rester inchangée. Donc ça, c'est une approche faiblement compressible, c'est utilisé pas que en SPH, on l'utilise aussi en volume fini, etc. Et c'est ce qu'on va utiliser pour augmenter nos pas de temps et se placer tout le temps assez proche de max 0,1 en fait. Et non pas à des Mach potentiellement très très bas. Et donc quand on fait ça, nos critères de stabilité entre la version incompressible ou la version faiblement compressible, il n'y a plus qu'un facteur 10 entre les deux. Et dans l'incompressible, on doit quand même résoudre l'incompressibilité. Donc inverser des problèmes, résoudre une équation de Poisson, quoi. Et puis on va devoir aussi aller chercher la surface libre, etc. Cette surface libre qu'on avait intrinsèquement, on va la perdre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la SPH incompressible n'est pas tellement utilisée. Donc ça, je vais passer. Alors, comment on peut faire pour utiliser moins de points de calcul? Alors, une première chose qu'on fait, c'est que pour les problèmes à surface libre, souvent on n'utilise pas on ne discrétise pas l'air. Vous avez vu ça dans plein de problèmes que je vous ai montrés, on ne discrétise pas l'air. Et donc là, par exemple, vous avez un dam break cette fois biphase, contrairement à ce que je vous ai montré. Et là, l'air est bien discrétisé, etc. Tout ça, c'est du SPH. Il y a des particules de gaz et des particules de liquide. Et on s'est amusé à comparer ce qui se passait en termes énergétiques entre une simulation comme ça et une simulation monophase. On se dit, normalement, une fois que la cavité est fermée, si j'emprisonne du vide et j'emprisonne de l'air, j'ai deux écoulements différents, normalement, je devrais arrêter ma simulation monophase. En fait, en termes énergétiques, les deux se connaissent quand même assez longtemps, et globalement, dans l'écoulement, il se passe la même chose en termes d'énergie mécanique globale entre les deux. Alors, ça ne justifie pas strictement qu'on peut utiliser une approche single phase, mais ça explique quand même pourquoi, quand on le fait, on a des résultats qui restent bons, même au-delà du déferlement de l'emprisonnement d'air. Une autre manière d'avoir moins de points, c'est de tendre vers ce qu'on fait en volume fini ou en différence finie, etc., c'est de faire du raffinement de maillage. Donc on a introduit du raffinement de maillage, on s'est inspiré de l'AMR qu'on fait en volume fini, et on a transposé ça en appelant ça de l'APR en méthode SPH. Là, je vous donne un exemple d'une plaque qui impacte très vite comme ça une surface libre, et vous voyez la continuité. Alors dans l'eau, on voit le champ de pression, vous voyez sa continuité, puis dans l'air, on voit les vitesses. Et vous voyez qu'en emboîtant des boîtes de différentes tailles de particules avec ces techniques de raffinement de maillage, on arrive à des bons résultats. C'est valable aussi si on a des interfaces du fluide structure. Là, par exemple, c'est un impact sur une plaque élastique avec du fluide structure. Donc, on peut comparer aux expériences. On arrive même à faire, là récemment, avec un postdoc, on a fait de l'implosion, des larges variations de taille de bulles avec ce raffinement de maillage. Là, vous voyez, vous avez une bulle qui devient très 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 compressée, qui se sépare en deux morceaux et on est collé à la solution de référence. Et puis on l'utilise aussi pour des problèmes industriels. Par exemple, on a fait du ditching pour Airbus, des choses comme ça. Voilà. Dernière chose sur laquelle on travaille et qui est un peu la direction future, c'est couplage entre SPH et autres méthodes maillées. SPH là où ça a un intérêt, autre méthode maillée là où ça a un intérêt. Typiquement, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est des problèmes comme ça. Là, tout est traité en volume fini, sauf une petite boîte. En fait, vous voyez la limite de la petite boîte ici, parce que c'est un peu flou, et ensuite ça devient lisse. Donc ça, c'est la limite SPH volume fini. Donc le SPH, il est que là. Vous voyez ma souris, ouais. Le SPH, il est que là, et les volumes finis sont ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le futur. On va vers ça. Voilà. Donc j'avais prévu une petite d'autres types d'applications pour vous montrer un peu le champ. Donc écoulement de bulles, atomisation, water entry, oil spill, granular flows, casting, sloshing, inondation, shallow water. C'est pour vous montrer un peu le champ, ça c'est pas du tout mes travaux, mais le champ de ce qui se fait avec la méthode SPH.
Donc pour conclure, c'est encore une méthode de niche dédiée vraiment aux écoulements à interface complexe, avec multi-core, mais on est en train de monter en ordre pour améliorer le côté précision ordre, et aussi on est en train de faire des couplages avec des volumes finis pour restreindre cette méthode uniquement aux zones de l'écoulement où elle est intéressante. Ça, je pense, c'est vraiment une direction future. Et donc, je remercie tous mes... Parce que ça, j'ai pas fait ça tout seul. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes, doctorants, post-doc, collègues qui sont impliqués. Et puis, si vous êtes intéressé, il y a un article de review qui va apparaître l'an prochain avec mon collègue italien sur la méthode dans Reports on Progress in Physics. Je vous remercie. Déborder un peu. Non, c'est parfait. Il y avait des droits à quelques prolongations à cause des interruptions de match. Si vous avez des questions. Merci pour cette belle présentation. On a le temps pour quelques questions. N'hésitez pas, je vote. Oui. Ouais, merci pour cette belle présentation. Tu as bien situé, surtout par rapport aux méthodes maillage classique. Comment tu situerais la méthode par rapport à des méthodes de Lattice-Boltzmann? Alors, LBM. Donc, d'un point de vue maillage, rien à voir, parce que LBM, c'est comme des volumes finis avec une frontière émergée qui se balade à l'intérieur. D'un point de vue équationnel, rien à voir, parce que LBM, c'est échelle méso, on revient, etc. Par contre, le parent, c'est que LBM, c'est une méthode faiblement compressible. Quand on fixe le Reynolds, on fait du faiblement compressible sur le Mach en LBM. Et donc, il y a une parenté à ce niveau-là. Mais sinon, LBM, c'est pas une méthode particulière, pas au sens macroscopique comme on entend. Même si mésoscopiquement, c'est basé sur ça. Oui. J'avais une question, je pense que je n'ai pas compris, mais est-ce qu'il y a un terme qui incorpore les effets de tension surface, Alors là, je ne l'ai pas mis, mais oui, et ce qu'on fait, c'est que il y a deux voies. Soit on fait comme en volume fini, on fait Bragg-Bill, terme de volume, etc. Et on va chercher normal, courbure, mais c'est pas forcément facile parce qu'il faut détecter nos interfaces et faire des choses. Soit il y a d'autres gens qui partent du microscopique en disant on a des particules, en fait on peut avoir facilement des effets de force et on va plutôt récupérer ça comme ça. Mais là on se retrouve avec des paramètres à tuner et il y a des gens qui font de la physique là-dessus, enfin qui raccrochent ça à la physique et qui arrivent, mais je pense que c'est valable quand même que dans une gamme d'échelle en fait, mais qui arrivent à avoir des paramètres auxquels ils ne touchent pas pour chaque écoulement, quoi. Voilà. Ouais, c'est une méthode macroscopique, donc on a les mêmes problèmes que pour... l'idée du microscopique, c'est de se dire, oui, on a bien des particules, donc si je leur fais une distribution de force, elles vont faire une force de tension de surface, mais presque son intensité, ça c'est lié à la géométrie locale de l'interface, donc il faut raccrocher les bouts, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des arrachements de gouttes par des écoulements d'air? On peut en avoir, mais après on retombe sur le problème qu'il va falloir être précis sur tout ce qui est tension de surface, etc. Et là, pour moi, on n'est pas mature là-dessus. À quel point c'était compliqué de couper le code de SPH avec un code d'éléments finis Pas compliqué. Alors pas compliqué parce que d'un point de vue maillage ça se passe très bien. Ensuite il y a déplacement chargement à transmettre, mais il faut faire, bien sûr comme dans tout problème d'IFS, il faut faire attention à comment on transmet, comment on évolue en temps dans les deux, et il faut stabiliser un petit peu. Mais ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder nos publis là-dessus. C'est pas, honnêtement, c'est pas très compliqué. Faire un peu attention au schéma d'avance en temps, quoi. C'est pas très compliqué. Après, ce qui devient compliqué, c'est quand on cherche à rapprocher les pas de temps des deux, c'est-à-dire à faire des sous-itérations. Là, il y a des limites à ça. Mais c'est pareil, il y a des publis là-dessus que vous pouvez trouver. Ouais. Comme l'idée de la méthode. Ouais. Si j'ai bien compris, donc en fait, il faut rajouter la stabilisation soit par la viscosité, soit en méthode. Donc, si on est en compressif, c'est ça? Si on est en
Si, on a besoin. On reste, parce qu'on reste explicite sur la partie convective et centrée, donc on a le même problème. On a le temps pour une dernière question. Oui. Oui, alors changer le jeu d'équations, comme on a une méthode explicite, c'est très facile. On peut mettre plein d'équations. Je vous ai pas montré là, mais nous, on a déjà fait du mélange de pattes de pneus, par exemple, des choses comme ça. Donc, équationnellement, c'est assez facile. Après, au niveau numérique, il faut faire attention. Et surtout, là où il faut faire attention, c'est on va être explicite. Donc, est-ce que, d'un point de vue critères de stabilité, on ne va pas se retrouver avec des pas de temps qui n'ont pas de sens pour le problème considéré. Donc, c'est ça qu'il faut bien mesurer avant de faire. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui mettent plein de physique, mais ils se retrouvent avec des pas de temps tellement loin de ceux qui traitent ça en implicite que ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça. Après, on va devoir semi-impliciter la viscosité ou la on va devoir sûrement impliciter une partie, mais après, du coup, ça complique on fait ça, mais ça complique un peu les choses, parce qu'après, il nous faut inversion de système, etc. Ok. Bien, encore merci pour cette merci à vous. présentation.